bienvenue. On va discuter pendant une heure d'un sujet à la mode en ce moment, qui est donc la ventilation mécanique. Donc moi, je m'appelle Julien Darmian, je suis médecin à la direction de la santé, dans le Grand-Duché de Luxembourg, auprès du ministère de la Santé et de la direction de la santé. Et de formation, je suis réanimateur médical. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans différentes réanimations qui ont pris en charge des patients présentant des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de vous introduire un petit peu à la respiration sous ventilation mécanique, la physiologie, puis vous montrer un petit peu comment, en pratique, les choses sont faites en réanimation. Tout ça, c'est dans l'esprit où on aura probablement besoin de vous pour aider dans les réanimations, parce que la réanimation reste un des points critiques de la prise en charge des patients actuellement, et les différents pays sont limités par leur capacité en réanimation. Et dans les capacités en réanimation, il y a souvent une limite de capacité en personnel. Alors le but, c'est pas de faire de vous des réanimateurs en quelques heures, hein, mais c'est de vous introduire un petit peu à ce qui va se passer, à ce qu'il y a dans l'univers de la réanimation, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe autour de vous, et puis que vous puissiez profiter aussi de cette expérience pour apprendre, parce que c'est toujours une bonne chose, et que vous ayez des notions de ventilation mécanique et de comprendre un peu tout ce qui se passe dans une réanimation en ce moment. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. On va partir sur les bases de physiologie de la ventilation normale sans ventilation mécanique. On parlera ensuite de tout ce qui est ventilation mécanique, et on vous montrerait quelques exemples de respirateurs et surtout de comment se présente l'interface d'un respirateur. Alors, pour tout ce qui est physiologie de la respiration, je vais juste rappeler quelques bases. Alors, évidemment, c'est un domaine extrêmement complexe. Moi, je vais vous rappeler les quelques bases qui vont servir à la présentation, parce que dans le domaine de la réanimation, tout l'aspect physiologique de la respiration est très important et conditionne énormément de choses dans le traitement. Alors, les bases des bases, vous connaissez, la respiration, c'est en fait l'échange gazeux qui a lieu entre l'air ambiant et la circulation sanguine. C'est l'étape de transfert de l'oxygène vers l'air dans le sang, et la sortie, ça c'est aussi un événement important, la sortie du CO2 du sang vers l'air qui sera expiré. Donc cette étape, c'est la respiration, c'est un des grands thèmes de la réanimation. Il y a un autre grand thème que on ne verra pas aujourd'hui, mais qui est très important, qui est la circulation du sang, qui va amener l'oxygène jusqu'aux cellules et ramener le CO2 jusqu'au poumon. Et ce grand thème-là, ça s'appelle l'hémodynamique. C'est tout aussi un grand problème en réanimation, parce que, comme vous pouvez le voir, si l'oxygène arrive au sang, mais si le sang ne circule pas, et ben malheureusement, les cellules ne sont pas non plus nourries. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a deux événements qui se passent. Il y a l'oxygène qui est inhalé, mais il y a aussi le CO2 qui est expiré. Et en réanimation, ça prend un sens important, car souvent, on est coincé par des problèmes d'élimination du CO2. Alors ça, c'est des choses assez basiques. Dans les autres choses simples qui sont importantes, pour comprendre un peu surtout les conséquences de la réanimation, c'est de voir que l'acte ventilatoire a lieu par la contraction des muscles, et principalement la contraction du diaphragme, on peut voir ici un coup, sur reconstruction 3D, qui va faire abaisser la cage thoracique, et par cet abaissement de la cage thoracique, créer un vide d'air dans le thorax, et ce vide d'air aspire l'air extérieur. Donc c'est en créant ce vide que l'air extérieur est aspiré dans le poumon, et ensuite, par relâchement élastique de ce muscle, l'air est à nouveau expiré du poumon et sort en respiration normale dans l'air extérieur. Il y a de très nombreux muscles accessoires. Là, ils sont mis en petit parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais c'est des muscles qui peuvent aider à la respiration lorsqu'il y a l'apparition de problèmes pour respirer. C'est les muscles respiratoires accessoires qui vont aider à forcer l'inspiration et à forcer l'expiration chez les patients qui ont des difficultés respiratoires. Ça sera une autre thématique, mais c'est des
choses qui se mettent en marche et qui signalent des difficultés respiratoires chez un patient. Alors pour ici, ce n'est pas important, puisqu'on va parler de ventilation mécanique, mais l'activation de ces muscles est souvent ce qui est constaté chez les patients en détresse respiratoire et ce qui permet de poser l'indication de ventilation mécanique. Alors, juste deux courbes pour bien partir sur le principe physiologique important ici. Ici, vous avez une courbe qui vous montre l'évolution de la pression dans le poumon. Donc, ici, c'est la pression sur l'axe des ordonnées par rapport au temps dans une respiration normale, donc en expiration, inspiration. Lors de la phase inspiratoire, vous avez une diminution de la pression dans le poumon qui devient négative. C'est une dépression, et cette négativation de la pression intrapulmonaire par rapport à la pression extérieure qui fait que l'air entre. Donc ici, l'axe qui est marqué, ce n'est pas zéro, mais c'est l'axe de la pression, de l'équilibre avec la pression extérieure. Et donc la pression relative à l'intérieur du poumon va diminuer en dessous de la pression extérieure et va permettre à l'air d'être inspiré. Et ensuite, il y a une légère surpression qui se fait et l'air est expiré. Au niveau de tout ce qui est volume, du coup, vous avez une circulation des volumes relativement à l'inspiration et l'expiration. On le verra, en temps normal, les volumes ne sont pas trop contrôlés, mais dans une respiration, ventilation mécanique, le contrôle des volumes est complètement essentiel. L'élément important vraiment à comprendre, c'est cette différence de pression, le fait que la respiration spontanée se fait en pression négative pour l'inspiration. La mise en place d'une ventilation mécanique modifie complètement ce régime de pression et du coup entraîne des effets positifs, mais aussi des effets négatifs chez le patient et des effets qu'on va essayer de limiter tout au long de la prise en charge lors de la ventilation mécanique. Alors, la ventilation artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent de ventiler le patient et de prendre en charge son travail respiratoire. On va revoir en détail. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que c'est beaucoup de techniques différentes, mais dans le cadre de la maladie actuellement qui se propage, dans le cadre du Covid, on utilise peu d'autres moyens. Vous avez vu, pour ceux qui ont assisté au cours de Dr Vergison, que le gros risque de cette maladie, c'est une transmission par aérosol. Et donc, on essaye d'éviter tous les moyens qui peuvent créer des aérosols. Et le problème, c'est que tous les moyens de ventilation artificielle autres que la ventilation mécanique par intubation sont des moyens qui ont une très grande propension à générer des aérosols et donc qui sont très dangereux pour le personnel soignant. Donc, je vous ai mis juste des exemples pour ceux qui ont déjà vu ces moyens-là. Tout ce qui est masque avec la réalisation d'une VNI, tout ce qui est oxygénothérapie à haut débit. Alors, ce n'est pas de l'oxygénothérapie conventionnelle, c'est de l'oxygénothérapie à très haut débit. C'est des systèmes qui sont utilisés régulièrement en réanimation et dans certains secteurs pour oxygéner les patients. Mais dans ce cas-là, vous ne les verrez normalement pas puisqu'ils sont à très fort risque d'aérosolisation. Vous verrez également très peu d'aérosols chez ces patients parce qu'il y a un risque majeur lors de la mise en place d'aérosols avec des systèmes actuels qui sont des systèmes pneumatiques. Il y a un risque majeur que le réservoir soit contaminé par les sécrétions du patient et que du coup on envoie des aérosols dans toute la pièce. Donc c'est des patients où en général la prise en charge comprend initialement de l'oxygène au masque et quand l'oxygénothérapie au masque devient insuffisante, on passe rapidement à une prise en charge sous ventilation mécanique. Alors, pour bien définir les choses, la ventilation artificielle, c'est une prise en charge temporaire de la totalité ou seulement une partie du travail ventilatoire du patient. Donc, comme je vous ai dit, il y a différents modes qui sont initialement dits non invasifs quand on n'introduit pas de système, pas d'interface dans le patient, et qui deviennent des modes dits invasifs lorsqu'on introduit une sonde dans la trachée du patient et que là, malheureusement, on le relie directement au respirateur. Ce moyen-là est celui qui est le plus utilisé actuellement. Alors, le grand principe qui change énormément de choses chez le patient, c'est que cette assistance respiratoire, et encore plus la ventilation invasive, repose sur le principe
d'une ventilation en pression positive aux deux temps, donc qui sont les temps inspiratoires et expiratoires. Donc, au lieu d'avoir uniquement, comme on l'a vu dans la ventilation spontanée, une pression négative en inspiration et une pression positive en expiration, on a, et ici c'est une courbe de respirateur, une pression qui est tout le temps positive, puisque vous voyez, de zéro, on passe jamais en dessous. La pression est tout le temps positive pendant tout le cycle respiratoire, ce qui crée des modifications physiologiques importantes. Alors, dans tous les métiers, et encore plus dans toutes les spécialités, vous avez pu voir dans les services, il y a toujours un langage un peu particulier qui se développe, et les gens ont l'habitude d'utiliser des raccourcis, des abréviations. En réanimation, vous verrez souvent l'abréviation I et E pour tout ce qui est temps inspiratoire et temps expiratoire, parce que c'est des données importantes en ventilation mécanique. Donc, je vous l'ai mis là, maintenant, dans la présentation, je n'en reparle pas trop, pour ne pas surcharger, mais vous verrez, quand vous serez dans les services, ou si vous y êtes déjà allé, que très souvent, on abrège le inspiratoire, expiratoire par I et E, et vous verrez qu'en réanimation, comme dans d'autres services, on utilise énormément d'abréviations, et le plus dur, au début, c'est de comprendre les abréviations plus que de comprendre ce qui se passe. Je vous ai mis ici un exemple de respirateur de réanimation. Vous avez ici deux exemples de respirateurs qui se trouvent au Grand-Duché. À gauche, c'est un respirateur de la marque Dräger. À droite, de la marque Maquet. Ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Il y a évidemment des fonctions propriétaires chez l'un et chez l'autre, mais les grandes fonctions se retrouvent et sont les mêmes. Et donc, ce qui fait que globalement, il y a un socle commun de fonctions qui sont utilisées par tout le monde. Les respirateurs sont souvent montés sur pied pour être passés d'une chambre à l'autre, parfois sont fixés sur des supports. Et là, c'est plus difficile de les déplacer. Il y a toujours différents câbles qui arrivent. Alors ici, vous avez toujours un câble d'air comprimé et un câble d'oxygène. Donc, ce sont deux tuyaux qui sont reliés à des prises murales. Et le respirateur fait le mélange, délivre au patient un mélange précis entre l'air et l'oxygène, ce qui permet en fait de délivrer très précisément la quantité d'oxygène qu'on veut au patient. Donc ça, c'est branché au mur et ça fait partie de différents tests qui sont faits à la mise en route du respirateur. Ici, vous avez les différentes branches du circuit. On va voir ça un peu en détail. Il y a une branche inspiratoire et une branche expiratoire. Et quand le patient va respirer, l'air va aller vers le patient par une branche, rentrer dans le patient et à la phase expiratoire, prendre un autre chemin pour des raisons physiologiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est impossible de respirer dans un seul tuyau, puisque si le patient respirait dans un seul tuyau qui fait l'aller-retour, tout l'air qui est dans le tuyau devrait être balayé avant que l'air propre arrive dans le patient. Et il faudrait lui insuffler des quantités importantes d'air, alors que ce qu'on veut faire, c'est l'inverse, lui insuffler des petites quantités d'air. Bon, ça, c'est des détails physiologiques, mais là, vous comprenez bien, il y a toujours deux branches au respirateur, une branche inspiratoire et une branche expiratoire. Vous avez peut-être vu dans la presse, pour ceux qui ont vu ça, il y a des dessins un peu partout qui expliquent un peu comment le respirateur fonctionne. Alors, je vais vous expliquer un peu et vous verrez que à la fin de cette présentation, au milieu, vous comprendrez qu'il y a malheureusement dans ces dessins toujours une petite inexactitude, puisque dans le schéma qui est présenté à la presse, c'est un schéma effectivement classique de ventilation d'un patient, mais qu'on ne peut pas trop utiliser dans le cadre actuel du Covid, parce que c'est un schéma qui a des risques d'aérosolisation. Donc ça, je vous expliquerai un peu tout doucement au fur et à mesure, mais par exemple, cette partie-là n'existe pas actuellement dans les patients pris en charge par Covid, mais on va voir ça en détail. Un tout petit mot sur la phase avant de relier le patient au respirateur. Évidemment, il faut introduire l'interface qui est donc, que je vous montre ici pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une sonde d'intubation. Donc, c'est cette sonde qui mesure plusieurs centimètres. On va introduire dans la trachée et qui va être, pour passer ici les cordes vocales, ce que vous voyez dans la photo à gauche,
c'est la sonde d'intubation en bas qui a passé les cordes vocales. On l'introduit, cette sonde présente une marque qui permet de bien la positionner. On la voit ici, c'est cette bande noire qui permet de dire qu'elle est bien positionnée. Et à son extrémité, il y a un ballonnet qui est gonflé pour faire en sorte qu'il y ait peu d'air qui passe autour et que l'air que le patient respire passe bien à l'intérieur de la sonde d'intubation. Évidemment, la sonde ne fait pas tout le diamètre de la trachée, et donc ce ballonnet permet de freiner l'air autour et de faire en sorte que l'air entre bien dans le tube. Ce qui est important pour vous à comprendre aussi, c'est que ce ballonnet n'est pas complètement imperméable, et il y a toujours un peu d'air qui passe autour. Il y a toujours un risque que tout d'un coup, il y ait beaucoup d'air qui passe, et si cet air passe, eh ben, il va aller se charger en virus dans les sécrétions qui sont là au niveau du pharynx et va être exhalé par le patient autour de la sonde d'intubation. C'est extrêmement fréquent. Donc, tous les gestes et tout ce que vous ferez à la tête du patient, chaque fois que vous approcherez de la tête d'un patient de réanimation, même s'il est intubé, même s'il y a un circuit qui est censé être fermé, ce sont des gestes à risque et il faudra bien vous protéger puisqu'il y a des sécrétions qui peuvent sortir. Alors ça, docteur Verlison, vous en avez parlé, mais c'est extrêmement important. La protection quand vous êtes à la tête du patient devra être optimale. Vous avez ici le système qui permet de gonfler le ballonnet et donc qui permet, une fois qu'il est en place, de mettre de l'air qui va le caler dans la trachée. La procédure d'intubation, c'est une procédure dans le cadre du Covid qui est une procédure à haut risque parce que c'est une procédure où les patients peuvent exhaler de grandes quantités de charges virales, de virus dans l'air. Et donc, c'est une procédure à laquelle, normalement, vous n'assisterez pas ou peu, puisqu'elle est faite dans des conditions assez difficiles. Elle est faite avec un minimum de personnel et elle est réalisée, on va dire, dans une séquence d'intubation très rapide, avec un matériel qui n'est pas le matériel qu'on utilise habituellement en première intention, qui permet de protéger l'opérateur et qui permet aussi de réaliser une intubation, on va dire, sécurisée, pour que le personnel qui est présent ne se prenne pas une charge virale importante et se retrouve contaminé. Il faut voir que la protection du personnel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Votre protection, c'est quelque chose d'essentiel. Une grande partie des soignants sont tombés malades en Italie. Et si vous êtes amené à prendre en charge les patients Covid, que ce soit en réanimation ou que ce soit ailleurs, il faudra vraiment être très attentif sur votre protection. Donc ça, c'est le matériel qu'on utilise habituellement pour l'intubation. Je ne vais pas revenir dessus parce que ici, vraiment, ça sera, vous n'intuberez pas et vous ne serez certainement pas dans la chambre pendant la séquence, puisque le but, c'est vraiment de protéger le maximum de monde. Sachez juste que voilà, il y a toute une phase technique que l'infirmière en réanimation pourra vous montrer et vous expliquer quand ça sera calme et en dehors d'une phase d'intubation d'un patient Covid. Alors, quand le patient est intubé, bon voilà, ça c'est des photos qu'on peut trouver sur Internet, qui sont des photos pas très réalistes de patients intubés, parce que c'est très beau, c'est très propre, et il y a juste la sonde d'intubation, donc ça c'est une pub en fait pour un matériel d'anesthésie. Un patient intubé, c'est un peu plus chargé en général, et ça ressemble plutôt à ça. Donc un patient avec de multiples câbles et de multiples capteurs et de multiples systèmes autour, que je vais vous décrire un peu parce que ils sont importants, puisque dans le cadre de la réanimation, ce sont tout le matériel qui vont être posés sur le patient, qu'on va équiper, le patient est équipé, pour prendre en charge les différentes défaillances. Donc ici, vous avez le patient qui est là. Ici, vous avez différentes pastilles qui sont les pastilles qui permettent d'avoir en temps réel un ECG du patient. Alors, ce n'est pas un ECG qu'on peut interpréter comme un vrai ECG tracé par un appareil, mais ça permet quand même d'avoir un aspect des QRS et d'avoir une fréquence cardiaque et de surveiller en temps réel le patient. Vous avez ici une voie centrale, donc qui est ici posée en jugulaire, donc qui est une voie centrale, c'est une, je l'ai mis en bas à droite, qui est donc une grande voie qui est toute cette partie en jaune et la partie dans le patient et qui à la sortie permet de brancher 3 perfusions différentes qui vont ensuite sortir par 3 œillets différents. Donc en général un œillet très proche, l'œillet au bout et un œillet plus distal, et de délivrer différents types de médicaments qui sont essentiels à la réanimation.
notamment dans le cas de la ventilation, une sédation qui permettra au patient d'être endormi et d'être adapté au respirateur. Donc ça, c'est la voie centrale qui est ici. Et ici, vous avez de multiples robinets qui permettent de brancher de multiples perfusions, puisque les patients de réanimation ont énormément de médicaments en même temps. Ici, vous avez un capteur qui permet de vérifier la température de l'injectat et qui est utilisé pour des mesures particulières que je ne décrirai pas ici. Vous avez ici là, un système de fixation de la sonde d'intubation, puisque cette sonde d'intubation, elle ne tient pas toute seule, il faut la fixer à la bouche du patient. Alors ici, c'est le système le plus archaïque qu'on puisse faire, mais c'est quelque chose qui peut apparaître, puisqu'on est aujourd'hui dans un gros déficit de tout ce qui est consommable en réanimation. Il y a une consommation énorme de tout ce qui est matériel de réanimation. Et quand on n'a pas le choix, on se sert de ces petites gaz, ces petites bandettes de gaz, et on enroule, on fait un nœud autour de la sonde d'intubation, on enroule autour de la tête du patient, et ça permet de retenir la sonde d'intubation. Mais comme vous voyez, on est obligé de mettre des systèmes de compresse pour protéger le patient, puisque si vous mettez une cordelette autour du patient pendant plusieurs jours, il va avoir des escarres et faire des micros sévères. Donc vous voyez, là, on a tout un équipement. Ici, on a la sonde d'intubation qui est reliée à un filtre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'utilité. Et ici, les branches, on les voit l'une sur l'autre, les deux branches du respirateur, la branche inspiratoire et la branche expiratoire. Ici, ce que vous voyez ici, c'est le bras du respirateur. Donc, on a pu voir, je remets la diapo, ici que les respirateurs ont tous une branche qui permettent de tenir les câbles et d'éviter qu'ils traînent sur le patient, d'éviter aussi qu'il y ait des condensations d'eau dedans. Donc, pour plein de raisons techniques, on a ces branches. Et ici, là, vous voyez les branches ici sur le patient en gros plan. En plus, ici, vous avez ce qui sort du nez, là, un tuyau, donc qui est la sonde nasogastrique. Ici, vous avez le type de sonde utilisé en réanimation le plus souvent. Ce sont des sondes qui sont donc descendues dans l'estomac du patient et qui permettent de le nourrir. On va voir un peu, mais la nutrition, c'est un élément essentiel de la prise en charge du patient. Sans une nutrition correcte, on va tout de suite vers une augmentation de la mortalité. Et ces patients étant endormis, intubés, ventilés, évidemment, ils ne peuvent pas manger tout seuls. Donc voilà un peu un vrai patient de réa. En reculant un peu, je vous montre un peu quand même comment c'est une chambre de réanimation vue un peu loin. Alors ça, c'est un peu une situation extrême, mais c'est un patient qui est multidéfaillant. Vous avez ici, au fond, le respirateur auquel le patient est relié. Ici, dans un bac, vous verrez, ce sont des sondes d'aspiration qui permettent d'aspirer dans la sonde trachéale les sécrétions du patient. On ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, nos sécrétions pulmonaires sont remontées automatiquement par toutes les cellules de nos poumons, les cellules ciliaires qui remontent toutes ces sécrétions jusqu'à notre gorge. Et ces sécrétions sont ou avalées ou recrachées. Et c'est il y a une clairance ciliaire qui se fait naturellement. Mais chez le patient intubé, cette clairance ne se fait pas. Les sécrétions s'accumulent dans le poumon. Et on est obligé d'aller régulièrement, alors 1 à 2 fois par jour, voire plus chez des patients très malades, aspirer les sécrétions pour éviter qu'ils s'étouffent dans leurs propres sécrétions. Ici, ce patient, il a des particularités. Vous avez une autre machine à côté qui est ici une machine de dialyse. Vous verrez peut-être dans certains services. Et cette machine-là est pour traiter une défaillance rénale associée. Là, une autre machine que vous ne verrez plus, qui ne se fait plus, qui était des machines de contre-pulsion intra-aortique. Mais normalement, vous n'en verrez plus. Ici, en haut, vous avez le scope avec la surveillance du patient de différents paramètres. Je vais vous montrer un petit peu les différents paramètres surveillés. Et vous avez ici toutes les perfusions, des pompes à perfusion. Et là derrière, en vert, ce sont des pouces-seringues électriques qui délivrent à une vitesse fixée les différents médicaments pour le patient. Il y a énormément de médicaments qui sont mis en pouces-seringues et on va voir un peu sur d'autres images. Il y a beaucoup de besoins en ce matériel-là qui devient aussi rare en ce moment puisqu'on est obligé d'équiper des lits supplémentaires sans avoir ce matériel. Et du coup, ça peut poser des problèmes puisque délivrer des médicaments à une dose précise, à un débit précis au patient, c'est aussi un enjeu en réanimation. Voilà, donc ça, c'est une chambre de réanimation
on va dire, lourde, chargée, mais c'est de la réanimation médicale. C'est ce qui se passe chez beaucoup de patients qui sont pris en charge pour la réanimation médicale lourde. On ne va pas faire le tour dessus, mais c'est juste pour vous montrer un peu un scope de patients en réanimation. Vous avez en général les 3 premières lignes qui regroupent les informations primordiales chez le patient. Ici, le CG, avec en temps réel donc l'OMP, le QRS, qui permet d'être analysé sur des, on va dire, sur des éléments grossiers chez les patients qui peuvent faire des troubles du rythme à tout moment. Une fréquence cardiaque affichée en temps réel. La petite barre à côté, souvent, avec des petits chiffres, précise les alarmes qui ont été mises en place. Ici, donc, l'alarme a été mise entre 45 battements par minute et 145 battements par minute. Ici, vous avez tout ce qui est on va dire saturation avec la courbe de captage de la saturation par saturomètre. Ça permet d'établir si la courbe est bonne et si la saturation est fiable. Donc ici, vous avez la valeur de la saturation. Ici, l'alarme qui est réglée avec une saturation minimale à 85. Alors en réanimation, souvent vous verrez, les alarmes de saturation sont réglées bas, puisqu'on tolère des saturations basses. On est dans une zone très précise de prise en charge où trop de saturation est mauvais pour le patient. Et donc, on préfère être plutôt sur des rapports de saturation bas. Et donc, il n'est pas rare que les alarmes soient à 88 ou 86% de ça. Souvent, vous avez associé à cette courbe de saturation une fréquence cardiaque, parce qu'il recalcule une fréquence cardiaque. Et si vous avez une discordance entre la fréquence cardiaque de votre CG et votre fréquence cardiaque de la saturation, c'est qu'il y a un problème ou dans le matériel, ou peut-être dans le patient, mais souvent dans le matériel. En dessous, vous avez la courbe de pression artérielle, puisqu'on surveille toujours ces patients avec une pression artérielle en continu. Donc, c'est une pression artérielle qui est surveillée grâce à un cathéter inséré au niveau de l'artère radiale ou de l'artère fémorale si on n'a pas réussi à mettre en artère radiale. Et ça vous donne une courbe de la pression artérielle en temps réel, avec 3 valeurs primordiales en réanimation. Donc 3 valeurs qui sont les pressions artérielles systoliques, la pression artérielle diastolique et la pression artérielle moyenne. Ces 3 valeurs sont primordiales, notamment la pression artérielle moyenne. Alors on n'en parlera pas, ce n'est pas un cours d'hémodynamique, mais qui est un objectif très important en réanimation, puisque cette pression là, qui entre parenthèses et qui en général on ne regarde pas en service, est chez nous primordiale, puisque c'est la pression de perfusion des organes. Et c'est sur cette pression-là qu'on a des objectifs. Vous avez ici un autre capteur, qui est le capteur d'ETCO2, donc qui est le capteur de CO2 expiré. Un capteur de température, là, c'est en Fahrenheit. Et différentes autres données qui peuvent être mises, mais les plus importantes restent les 3 premières, la pression artérielle, la saturation et la fréquence cardiaque. Donc vous avez des fois des scopes qui affichent n'importe quoi. Là, c'est un exemple pour vous montrer que des fois, le scope peut afficher n'importe quoi. Alors là, vous avez une température qui a l'air d'être un peu inquiétante, avec une saturation inquiétante, une pression artérielle qui n'a pas de sens, parce que la pression moyenne, en général, est entre la pression systolique et la pression diastolique. Alors là, il affiche une pression moyenne supérieure à la systolique, donc ça n'a pas de sens. Donc, tout ça pour vous dire aussi que tout ce beau matériel en réanimation ne dispense pas d'examiner le patient et de regarder le patient. Et vous verrez qu'on a beau avoir énormément de capteurs, le moyen le plus fiable de s'assurer que le patient va bien, c'est simplement de le regarder. Donc, vous verrez, on vous fera peut-être un peu manipuler tout ça quand vous serez dans le service. Mais attention, ce ne sont que des capteurs et ils ne sont jamais aussi fiables que la manière dont ils ont été fixés. Et en réanimation, il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent mal fonctionner. Alors, on va parler des effets de la ventilation mécanique et je vais vous parler un peu des respirateurs. La ventilation mécanique a plusieurs effets à court terme, les effets positifs qu'on recherche, mais malheureusement, énormément d'effets négatifs. Et toute la prise en charge réanimatoire a comme but de limiter au maximum les effets négatifs de la ventilation mécanique. Donc, les effets positifs, c'est la première chose, la diminution de la consommation en oxygène de l'organisme. Quand vous endormez un patient, vous le sédatez, vous le mettez sous ventilation mécanique, vous
arrêtez la consommation d'oxygène des muscles respiratoires puisqu'ils sont mis au repos, et vous arrêtez aussi la consommation d'oxygène d'une grande partie des autres muscles de l'organisme puisque le patient ne bouge plus. Et donc, ce qui permet de diminuer considérablement les besoins en oxygène du patient. Bah, c'est le but, hein, s'il est en détresse respiratoire, si son organisme n'a pas assez d'oxygène, le fait de l'endormir et de le mettre sur respirateur permet déjà de diminuer la consommation d'oxygène. Donc, on apportera de l'oxygène de manière plus précise grâce à l'intubation, mais on va aussi diminuer la consommation de cet oxygène du patient. On va aussi diminuer la production en CO2 des muscles, puisque le patient va être au repos, les muscles vont consommer moins d'oxygène et donc produire moins de CO2. Dans les effets aussi positifs, on va aider le ventricule gauche à travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle une diminution de la post-charge du ventricule gauche. Le cœur gauche pourra mieux éjecter le sang et on va faciliter un peu la circulation du sang et donc le fonctionnement du cœur gauche. Ça, c'est un effet collatéral qui est très largement utilisé dans la prise en charge d'œdème pulmonaire chez les patients qui ont une défaillance cardiaque, des patients qui ont une insuffisance cardiaque aiguë, rapidement réfractaires, qui ne répondent pas à d'autres moyens. Lorsqu'ils sont intubés, sont guéris en 24 heures de leur événement aigu, parce que en 24 heures, le cœur a pu refonctionner normalement et éjecter le sang normalement. Alors là, ce n'est pas le cas ici, mais il y a aussi des patients qui ont une atteinte myocardite due au virus, donc avec une dysfonction du cœur, et le fait de les intuber peut aussi aider le cœur. Malheureusement, il y a plein d'effets négatifs. Et il va y avoir un premier effet négatif qui va être la diminution du retour veineux au cœur droit. Alors, c'est un phénomène simple à comprendre. Quand le sang revient au cœur droit par un mécanisme simple, c'est la différence de pression entre le thorax et l'abdomen. Donc, en ventilation, on en a parlé, hein, mais en ventilation normale, la pression est plutôt négative dans le thorax. Et donc, on a une espèce d'aspiration du sang. En même temps que l'air est inspiré par les poumons, le cœur aspire le sang qu'il y a dans l'abdomen et le sang remonte jusqu'au cœur droit. En ventilation mécanique, on va changer le régime de pression et du coup, il va y avoir moins de sang qui revient dans le cœur. La première chose qui se passe quand vous intubez un patient en détresse respiratoire, c'est que immédiatement à la sédation et à l'intubation, sa pression artérielle très souvent chute de beaucoup, hein, elle peut chuter de plusieurs dizaines de pointes systoliques et de diastoliques et nécessite plusieurs manœuvres pour être établi. Donc la première manœuvre, c'est que comme il y a moins de sang qui revient au cœur, vous verrez, avant d'intuber un patient et après avoir l'intubé, souvent on fait couler une grande quantité de sérum physiologique dans les perfusions pour essayer de rétablir une volémie acceptable. Vous allez utiliser des médicaments qui endorment le patient et ils ont tous le même effet. Ils vont dilater les veines et les artères et surtout le réservoir veineux va être augmenté et du coup, même chose, il va falloir rajouter un peu de liquide dans le patient pour qu'il y ait suffisamment de liquide circulant. Et on a aussi d'autres médicaments que vous verrez, qui sont des amines vasopressives, qui vont resserrer les vaisseaux dilatés par les médicaments. Donc, on arrive quand même dans ce qui se fait de plus compliqué en médecine, c'est-à-dire qu'on fait un traitement, la ventilation mécanique, on est obligé d'utiliser des médicaments, et pour lutter contre les effets secondaires de ces médicaments, on est obligé d'utiliser d'autres médicaments. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu une escalade de traitement qui se met en place, et donc c'est pour ça que la ventilation mécanique, c'est quelque chose auquel on a recours quand on n'a pas de choix. Il y a d'autres effets très importants à long terme, vraiment très, très importants, qui sont les effets qui se mettent en place au bout de quelques jours, voire même quelques heures pour certains, et qui sont les effets qui conditionnent le pronostic du patient, parce que souvent, le patient va être guéri de la maladie, mais va mourir des effets de la ventilation mécanique. Donc tous ces effets-là, ce sont des effets que je vous ai mis et qu'on va voir un peu ensuite, parce que tous ces effets-là sont des effets contre lesquels on va lutter pendant toute la réanimation et le temps infirmier passé en réanimation est en très grande partie consacré à lutter contre l'apparition de ces effets. Donc vous avez tout d'abord une diminution du diaphragme, donc c'est vraiment le muscle de la respiration qui est consommé par
par l'organisme, puisque l'organisme va essayer d'aller chercher dans ses réserves. Il va donc avoir ce qu'on appelle un hypercatabolisme, il va détruire son muscle. Et à la mise au repos de ce muscle fait qu'il est détruit très rapidement. On note déjà une diminution de l'épaisseur du muscle au bout de 24 heures de ventilation. Et donc, au bout de plusieurs jours, votre muscle qui vous sert à respirer est très considérablement diminué. Et donc, repasser à une ventilation spontanée devient extrêmement difficile. Il y a des lésions qui sont dues aux modifications du régime de pression, des lésions dues à des pressions élevées, ça s'appelle des barotraumatismes, on va en parler, des lésions dues à des volumes élevés, qui s'appellent des volotraumatismes. Il y a un risque infectieux, quand on vous met un tuyau dans la bouche, donc il y a un risque infectieux, qui sont l'apparition de pneumonie dans le poumon. Il y a des complications liées au fait que les gens restent longtemps allongés, perte de tout le muscle, apparition d'escarres, apparition d'embolie pulmonaire ou de thrombose. Il y a aussi un problème d'assèchement des sécrétions. Votre nez, votre bouche, le pharynx ont une grande fonction qui est d'humidifier l'air qui arrive dans les poumons et de retenir l'humidité quand on expire. Et en mettant un tube directement dans la trachée, on change complètement ces voies aériennes et donc on va en plus introduire de l'air sec dans les poumons qui va assécher les sécrétions présentes et ces sécrétions vont donc faire des grandes compressions qui peuvent boucher les voies aériennes. Et en plus, l'oxygène, quand on met longtemps d'oxygène à haute concentration, c'est très dangereux pour le poumon, ça fait de la fibrose. Donc voilà, plein de complications. On va voir un peu ce qu'on fait pour lutter pour ça. Alors ici, vous avez les différents éléments qui vont constituer un circuit de ventilation d'un patient. Ici, vous avez les tuyaux qui sont donc la branche inspiratoire, expiratoire, et à la fin un Y pour se relier sur le patient. Donc un Y qui prend la branche inspiratoire, la branche expiratoire en un seul et qui la ramène en un seul câble, enfin un seul tuyau. Et l'air va circuler à travers ce Y en inspiration, puis en expiration. Vous avez ici des systèmes type accordéon qui permettent d'allonger ou de plier le tuyau lorsqu'il est relié au patient. Je vais vous montrer ça sur une autre image. Vous avez des systèmes ici qui sont des systèmes qui permettent d'aspirer les sécrétions du patient. C'est des systèmes d'aspiration où on glisse la sonde de manière protégée dans la sonde d'intubation et on aspire les sécrétions du patient. Et vous avez ici un filtre qui est designé pour en fait remplir le rôle des voies aériennes supérieures. C'est un filtre échangeur d'humidité qui a comme rôle principal de retenir l'humidité du patient lorsqu'il expire et de la réintroduire dans ses voies respiratoires lorsqu'il inspire. Je vais vous montrer un peu sur le schéma. C'est des filtres que vous verrez sur les respirateurs des patients qui sont des consommables très précieux en ce moment puisque ces filtres-là sont changés toutes les 24 heures. Et donc, vous imaginez bien qu'on en consomme de grandes quantités et ça devient des consommables très précieux qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Alors, ça donne un peu ça quand on s'éloigne. Ici, les deux câbles, ici le Y, le filtre qui est mis ici, l'accordéon, et tout ça est relié sur le patient. Donc, le montage, c'est le montage que je vous montre à gauche, qui est ici. Vous avez deux branches qui partent du respirateur, qui arrivent sur un Y relié à un filtre, ensuite à un accordéon et à l'intubation, à la sonde d'intubation du patient. Vous avez d'autres montages qui existent, je vais peu en parler, mais qui sont d'autres systèmes d'humidification, parce que, comme je vous ai dit, l'humidification des voies aériennes est importante pour que le patient ne se retrouve pas séché avec des sécrétions sèches dans le poumon. Et donc, vous avez d'autres systèmes d'humidification qui existent. Globalement, dans le cas du Covid, on essaye d'éviter ces systèmes-là, puisqu'ils ont un grand risque d'aérosoliser. Donc, globalement, vous verrez que ce montage-là, avec deux branches qui arrivent directement en Y au patient. La prévention des complications en réanimation donc, est super importante. Il y a tout un tas de mesures qui sont réalisées, auxquelles vous allez participer, parce que ça fait partie de votre travail, auxquelles les médecins participent, parce que c'est un travail infirmier, mais un travail médical aussi. On installe le patient d'une certaine façon. En général, il a la tête relevée, ce qui permet d'éviter qu'il y ait des sécrétions de l'estomac qui remontent dans la bouche et tombent dans le poumon.
On réalise des soins de bouche réguliers, le patient est mis du côté, puis d'un autre côté pour éviter les points d'appui et éviter les escarres. On aspire dans sa bouche, on le nourrit pour éviter la dénutrition, on lui injecte des héparines pour éviter qu'il fasse une thrombose, et on vérifie régulièrement, 3 fois par jour au minimum, la pression du ballonnet de la sonde d'intubation pour éviter que ce ballonnet soit ou trop gonflé ou trop dégonflé. Donc, tout ça, c'est des mesures que vous verrez et qui prennent un temps infirmier considérable puisqu'elles passent toutes les 2 heures dans les chambres, réaliser la plupart de ces mesures, et ça leur prend énormément de temps en réanimation. Ici, vous avez toute une colonne de pouces-seringues, comme vous pouvez voir. Donc, ici, des pouces-seringues qui sont en train de passer des médicaments. Ici, un système pour délivrer les perfusions à un rythme donné. Et ici, encore d'autres pouces-seringues. On utilise en moyenne 6 à 8 pouces-seringues pour un patient actuellement. Pour les respirateurs, hein, donc, on entend partout, parce qu'en américain, on dit ventilateur, donc vous entendez partout ventilateur de réanimation. Bon, en français, on dit respirateur de réanimation, un ventilateur, c'est ça. Pour voir un peu, je vous montre un peu l'interface. Ça, c'est une interface de respirateur de réanimation, donc qui présente une interface assez compliquée quand on n'en a jamais vu, qui nécessite un petit peu un temps d'apprentissage. Moi, je vais vous montrer un petit peu juste les choses importantes à voir sur cette interface. Vous n'allez pas tout de suite modifier les respirateurs, mais vous verrez que les choses sont très bien codifiées et que si vous faites 1, 2, 3 semaines en réanimation, normalement, vous serez vite amené on va dire, à au moins interagir un petit peu avec le respirateur, puisque c'est toujours la même chose qui ressort. Ici, vous avez des courbes. La première courbe, c'est la courbe de pression. Donc, on avait déjà vu un peu les courbes de pression dans le inspiratoire-expiratoire. Et ici, vous avez la courbe de pression inspiratoire-expiratoire au niveau de ce capte le respirateur. Et donc, vous avez, ça s'appelle PAW parce que c'est la pression dans les voies aériennes, donc airways en anglais. Vous voyez qu'ici, la pression ne tombe jamais en dessous de 0. Et vous avez la courbe de pression pendant le cycle respiratoire du patient. En dessous, vous avez une courbe importante pour les réanimateurs, mais pour vous, initialement, ne vous y attardez pas trop, qui est la courbe de débit, qui est le débit d'air qui est inspiré au patient. Donc ici, on a un patient qui reçoit un débit positif d'air, une pause dans le débit, et ensuite une phase expiratoire, puisque le débit devient négatif. Ensuite, vous avez une courbe ici qui nous trace les volumes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, vous avez un patient qui a 3 cycles respiratoires normaux. Donc ici, un cycle inspiratoire, puis un cycle expiratoire normal. C'est des courbes normales. Et ensuite, ici, on a un problème. Vous pouvez le voir, le volume est tout d'un coup effondré. Au lieu de monter jusqu'à des valeurs de 600, 500, il est tout d'un coup à quelques millilitres. Et donc, il se passe un problème, ou sur le patient, ou sur le circuit. Ça, c'est un écran de respirateur donc, avec les courbes qui sont ici. Ici, vous avez toute une partie qui sont les éléments surveillés sur le patient. Donc, on va voir en détail, mais ce sont tous les éléments qu'on surveille, les alarmes qui sont réglées. Ici, vous avez tous les boutons qui permettent d'accéder aux capacités, aux différentes fonctions du respirateur. Ça ouvre différents menus qui vous seront montrés sur le respirateur. Et ici, vous avez en bas tous les paramètres de réglage concernant le mode ventilatoire choisi. On va reparler un petit peu de ça. Mais vous voyez, ici, vous avez donc globalement l'écran de surveillance des pressions et des débits, l'écran de surveillance des alarmes, qui reprend des éléments de ces écrans-là, et l'écran de réglage du respirateur. L'écran en bas, je vous ai mis quelques explications, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les différents éléments de réglage du respirateur, en commençant par la fraction inspirée en oxygène, qui est un élément important qui peut être réglé très précisément en réanimation, le volume auquel le patient va ventiler, le temps inspiratoire, qui donc, comme vous avez dit, le petit i correspond toujours à l'inspiration, c'est le temps inspiratoire et qui nous permet de régler un délai pendant lequel le patient va être en inspiration et un délai pendant lequel il va être en expiration, la fréquence respiratoire du patient, un élément important qu'on reverra en détail dans tout ce qui est, quand on fera le cours sur le SDRA, on essaiera de vous faire un petit enseignement sur ça,
qui est la pression expiratoire positive, qui est un élément important en réanimation. Et là, le débit inspiratoire, qu'on touche peu, et donc je vais passer en détail. Donc je reviens sur l'écran, hein. Donc ça c'est les éléments en bas, la fraction d'oxygène inspirée, le volume, c'est tous les éléments qu'on peut régler, le temps inspiratoire, la fréquence respiratoire, la pression expiratoire positive et le débit. Le patient étant sédaté, ben, c'est tous des éléments qu'on doit régler au mieux pour que le patient puisse être ventilé correctement. À droite, les alarmes, je vous les explique aussi. Vous avez le réglage d'alarme sur la fréquence respiratoire. Alors, les modes qui sont faits actuellement en respiration ne sont pas des modes qui sont complètement indépendants du patient. Le patient, même endormi, peut déclencher le respirateur et peut entraîner le respirateur et peut interagir avec lui. Donc, il y a des alarmes qui sont mises même sur des paramètres réglés. Par exemple, la fréquence respiratoire, je vous ai mis dans les paramètres qu'elle a été fixée ici, mais le patient peut interagir avec le respirateur et déclencher plus de cycles que ce que vous avez prescrit. Et donc, c'est un élément qu'on surveille. Et là, par exemple, vous voyez qu'il y a une alarme qui a été positionnée à 18. En bas, en petit, c'est l'alarme. Donc, si la fréquence respiratoire de ce patient augmente jusqu'à 18, le respirateur le signalera à l'infirmière. Ici, le volume total expiré. Donc, vous avez prescrit un volume qui est le volume qui va être inspiré. Et ici, vous avez un volume qui est le volume expiré. Il est important de savoir quelle est la quantité expirée par le patient, puisqu'il peut y avoir des fuites sur le circuit. Et donc, on compare souvent le volume inspiré et expiré, qui nous permet d'avoir une information sur l'intégrité du circuit ou sur les fuites du circuit, ou tout simplement sur le ballonnet dans la sonde d'intubation qui est dégonflé. Ici, vous avez une donnée importante en réanimation, mais on ne va pas trop la traiter ici, qui est le volume minute expiré. C'est le produit de la fréquence respiratoire et du volume total expiré ici, qui nous permet de savoir combien de litres minute le patient respire. C'est une donnée importante puisqu'elle conditionne certains paramètres, notamment la capnie. Ici, donc, la PEP qui est surveillée, et ici, les pressions. Les pressions à l'intérieur du patient, qui sont des éléments essentiels de la surveillance, puisque le contrôle de ces pressions permet d'éviter des lésions sévères au poumon du patient. On va en reparler un petit peu. Donc ici, je vous remonte l'écran. Donc vous avez ici les courbes, tout ce qui est surveillance, tout ce qui est réglage. En haut, là, vous avez le nom du mode. On va reparler des modes respiratoires, mais le nom du mode dans lequel est ventilé le patient. Il y a plusieurs manières d'insuffler de l'air à un patient. Il y a de très nombreuses manières d'insuffler de l'air à un patient. Et globalement, il y a deux principes qui se déclinent en plein de modes. Et l'idée, c'est de choisir des modes qui sont adaptés au patient. Donc ici, c'est le mode appelé volume contrôlé, volume assisté contrôlé. Je vais vous en reparler parce que c'est le mode de prédilection, on va dire un des modes les plus utilisés, notamment dans tout ce qui est ARDS ou SDRA. Les patients sont majoritairement ventilés en ventilation assistée contrôlée. Donc les différents modes ventilatoires, c'est très complexe. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie dessus. Chaque constructeur a des modes à lui, avec des noms à lui. Globalement, il n'y a pas grand-chose à retenir pour vous et même pour le réanimateur de manière générale. Il y a juste une notion importante à comprendre, qui est que la pression et le volume sont deux grandeurs qui sont liées et que donc, quand on en fixe une, l'autre varie. Dans la ventilation, on va choisir comment on ventile un patient selon un précepte qui est soit on fixe la pression qu'on va insuffler au patient, et dans ce cas-là, le volume qu'il va recevoir va varier, soit on fixe le volume que le patient reçoit, et dans ce cas-là, la pression varie. C'est ce qu'on appelle les modes en pression barreau, les modes en délivrement de pression et les modes en délivrement de volume. On va revoir un petit peu. Pourquoi c'est important de savoir dans quel mode on est? C'est très important puisque selon que vous soyez dans un mode où vous avez fixé la pression, les alarmes vont être réglées sur le volume en priorité. Et dans un mode où on va fixer un volume au patient, les alarmes vont être réglées sur la pression. Je vais vous reparler de ça, mais c'est important parce que si le patient a une pression trop élevée,
il va y avoir ce qu'on appelle des barotraumatismes. Ce sont principalement des pneumothorax, des décollements de la plèvre pariétale qui vont créer des pneumothorax. Chez un patient qui est déjà en situation respiratoire précaire, c'est catastrophique. Et je discutais hier avec mes collègues de Metz qui m'expliquaient qu'ils ont perdu des patients récemment à cause de barotraumatismes qui ont fait des pneumothorax majeurs, aigus, compliqués d'arrêt cardiaque, réfractaires derrière. Donc c'est une donnée très importante. On surveille de près les pressions et même en les surveillant, on n'est pas à l'abri de barotraumatisme. Si on fixe la pression et qu'on fait varier le volume, dans ce cas-là, eh ben, on risque deux choses, ou qu'il n'y ait pas assez de volume, dans ce cas-là c'est une hypoventilation, ou qu'il y ait trop de volume, et c'est ce qu'on appelle un volotraumatisme, une grosse distension du poumon, et cette distension du poumon va abîmer les alvéoles, créer des lésions supplémentaires qui vont aggraver les lésions initiales, et le patient va mourir de la ventilation mécanique. Donc le réglage le choix du mode et le réglage des alarmes est complètement prioritaire. Quand on a compris ces principes, on a compris assez facilement ce qu'on surveille. Dans un mode en pression barométrique ou mode barométrique, on va surveiller que la pression délivrée soit la bonne, mais on va surtout s'assurer que le volume délivré soit dans les objectifs de volume. Et dans les modes volumétriques, on va essayer de vraiment faire attention que le volume délivré soit bon, mais surtout que la pression délivrée ne soit pas trop élevée. Il y a des recommandations internationales assez bien standardisées sur la prise en charge des syndromes de détresse respiratoire aiguë, sur les pressions et les volumes attendus, et donc les réglages des alarmes, et répond à des critères assez simples, mais doit être bien fait et adapté au patient, parce que malheureusement, un patient, ça évolue, et c'est là qu'on retrouve toute l'importance d'une infirmière bien expérimentée en réanimation, puisque les infirmières, avec de l'expérience, règlent bien leurs alarmes pour bien suivre les patients, mais pas trop les alarmes, parce que sinon le respirateur sonne trop, et si vous devez filtrer toutes les alarmes en permanence, et bien malheureusement, vous ne savez plus quelles sont les alarmes importantes et lesquelles ne le sont pas. Ces alarmes sont réglées et modifiées de manière pluriquotidienne, et tous les autres modes dont on parlera ou pas de ventilation sont de déclinaison de ces deux modes-là. Vous avez un mode principal en pression, et ça décline des dizaines d'autres modes, et pareil en volume, ça décline des dizaines d'autres modes, mais globalement, l'idée est basée sur ces deux modes. En pratique, vous ne verrez que deux modes. Le mode en ventilation contrôlée, c'est un mode en volume, et le mode en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, donc que vous verrez nommé différemment selon les constructeurs. Ça, c'est un mode en pression. Le premier mode est le mode utilisé à la phase aiguë. Le deuxième mode est généralement le mode utilisé à la phase de sevrage. Il y a d'autres modes qui peuvent être utilisés, mais ces deux modes-là permettent de s'occuper de la très très grande majorité des patients en réanimation. Donc, si vous lisez des articles ou si vous regardez des présentations, je vous conseille de ne pas trop vous attarder sur les autres modes qui sont, on va dire, plus compliqués et qui n'apportent pas grand-chose. Pour reconnaître le mode dans lequel on est, en fait, c'est très simple. Les courbes de pression et de débit qui apparaissent à l'écran du respirateur nous disent tout de suite dans quel mode on est et permettent d'un coup d'œil de savoir quoi surveiller. Dans un mode en volume, vous allez avoir une pression qui varie, puisque en fait, elle est calibrée sur l'ouverture de la valve inspiratoire qui crée un débit carré. Donc vous avez un débit qui va avoir une certaine forme là. Pendant que le débit reste à valeur constante, la pression augmente. Quand le débit tombe à zéro, la pression se stabilise. Et quand le patient passe en phase expiratoire, la pression retombe à la pression de la PEP ou à zéro si on a mis PEP à zéro. On arrive ensuite à un deuxième cycle et ça reprend exactement la même forme. Et vous avez pu voir sur le respirateur, hein, l'enchaînement des cycles est plus ou moins le même, avec des formes assez caractéristiques de ventilation en volume, un débit carré, une forme caractéristique de la pression des voies aériennes. Dans une ventilation en pression, la pression délivrée au patient est carrée et le débit, lui, devient décélérant. Et donc, il n'est plus carré, le débit devient décélérant avec une pente jusqu'à son arrivée à zéro. Et c'est cette pente qui permet de maintenir une pression constante dans les voies aériennes.
simplement en regardant l'écran du respirateur, on sait dans quel mode on est. Évidemment, dans un mode en volume, on va surveiller les pressions qui sont insufflées au patient. Dans un mode en pression, on va surveiller les volumes qui sont insufflés au patient. Ici, on revient sur l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un mode en volume avec une surveillance ici de deux pressions qui sont la pression de crête, donc la pression ici au maximum, et la pression de plateau, qui sont ici la pression quand le débit tombe à zéro. On surveille les pressions, et vous voyez, là, il y a une alarme qui vous assure, qui vous dit qu'il y a un problème dans les pressions des voies aériennes, et qui nécessite d'aller voir ce qui se passe au niveau du patient. Dans un mode en pression, les pressions sont carrées, le débit est décélérant, et là, les alarmes sont ici et sont réglées sur le volume. Donc ici, vous avez une alarme du volume inspiré, une alarme du volume expiré. Donc, selon le mode, les surveillances sont les mêmes, sont différentes, pardon, et les réglages sont différents. Vous avez ici un des modes les plus utilisés, qui est le mode en ventilation spontanée, où il y a des cycles respiratoires faits par le patient. Et là, quand on arrive à des modes de sevrage, les courbes deviennent de plus en plus méconnaissables, mais vous pouvez voir que la courbe de pression reste quand même plutôt rectangulaire. En résumé, sur cette surveillance, pour faire simple, un patient ventilé doit être surveillé selon le mode ventilatoire sur le respirateur. En mode ventilation, en mode volume contrôlé, c'est le volume qui va être fixé, c'est la pression qui va varier, et donc on surveille les pressions de plateau et les pressions maximales, c'est les pressions qu'on va surveiller. En mode barométrique de pression fixée, le volume va être variable avec une pression fixe, et dans ce cas-là, on surveille les volumes. C'est assez logique. Maintenant, sur le plan pratique, les infirmières vous montreront et vous expliqueront précisément comment elles règlent, comment elles surveillent, et vous comprendrez en manipulant un peu le matériel comment ces alarmes se règlent. Un petit mot, et ensuite on passera aux questions, juste pour préciser une phase très, très difficile de la ventilation mécanique. C'est pas le tout d'endormir un patient, c'est pas le tout de l'intuber, de le mettre sous respirateur. Le problème est qu'après, il faut le sevrer de la machine. Et quand on a passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là pour le Covid, on arrive à des intubations longues, hein, puisqu'on est en moyenne sur 3 semaines, donc c'est des intubations longues en termes de réanimation. Et ben après, il faut être capable de retirer le respirateur au patient et que le patient puisse respirer de manière à nouveau normale, et malgré tous les effets qu'ont eu sur lui la ventilation mécanique. Ça, c'est un très grand moment de la réanimation, et ça représente en fait un tiers du temps de ventilation. Donc ce sevrage, c'est l'ensemble des processus qui permet le passage de la ventilation mécanique à la ventilation spontanée, et ça représente un tiers du temps de ventilation. Donc votre patient, en fait, à partir du moment où vous l'endormez, vous allez soigner sa maladie pendant 2 tiers du temps, et vous allez passer un tiers du temps, donc sur 3 semaines, une semaine entière, à régler les problèmes que vous avez induits par les traitements mis en place. Donc, vous comprenez que c'est quand même très compliqué en réanimation, et que tout est fait pour diminuer au plus possible ces problèmes causés par la ventilation mécanique. Le patient va être réveillé pendant cette période et il restera intubé, donc il va être confus, peu coopérant, parce qu'il sort d'une réanimation qui a induit des états, un état, on va dire, assez particulier au niveau du cerveau et avec de grandes confusions. Et donc, c'est un patient qui va avoir un grand risque de s'arracher sa sonde d'intubation et de se mettre en danger. Le sevrage peut être difficile dans 30% des cas. Souvent, il y a des infections qui rallongent la durée de la ventilation et qui vont créer encore plus de problèmes et compliquer le sevrage. Et l'augmentation de cette durée, c'est un facteur indépendant de morbidité et de mortalité en réanimation. Donc il y a un accent important qui est mis sur cette phase de sevrage pour qu'elle soit la plus courte possible. Parfois, on passe par une trachéotomie. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une technique qui permet aussi de soulager le patient, parce qu'avoir un tube dans la bouche, ce n'est pas toujours agréable. Et beaucoup de patients préfèrent quand on effectue une trachéotomie, c'est-à-dire ici mise en place d'un système qui chante les voies aériennes supérieures, mais qui laisse la bouche libre, et le patient peut manger, avaler, contrairement à la sonde d'intubation, et les voies aériennes sont protégées, puisque en fait, au lieu de faire sortir la sonde d'intubation de la bouche, on la fait sortir directement de la trachée.
Ça donne des systèmes comme ça qui sont mis en place assez fréquemment en réanimation dans les sevrages compliqués, donc qui sortent du cou et qui sont reliés à un respirateur et qui sont ventilés de façon tout à fait identique. Hein, si le patient avait une sonde d'intubation, c'est la même problématique. Alors pour finir, avant d'arriver aux questions, je veux juste venir sur un point que vous avez peut-être lu ou entendu dans l'actualité, qui est sujet de grands débats un peu partout dans le monde. Enfin, il n'y a pas vraiment de débat, mais qui est sujet de grands articles dans la presse. Donc, qui sont des méthodes qui auraient émergé pour utiliser un respirateur pour plusieurs patients. Donc, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup. Alors, je vous le dis parce que vous êtes étudiant en médecine et on vous posera peut-être la question, mais en tout cas, vous aurez au moins une réponse. Il est aujourd'hui, dans les conditions techniques actuelles, pas possible de ventiler deux patients correctement avec un seul respirateur. Aujourd'hui, c'est prendre extrêmement de risques et c'est en fait augmenter le risque de mortalité des deux patients. Alors plutôt que d'en sauver un avec une bonne chance, on va prendre le risque d'en tuer deux avec beaucoup de chances qu'ils meurent. Donc il y a tout un joint statement qui a été fait par des sociétés américaines. Hein, là, j'ai repris un extrait qui met bien qu'il ne faut pas faire ces techniques. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas des techniques qui sont envisagées, ni en France, ni d'ailleurs aux États-Unis, ni ici, puisque c'est des techniques qui ont éthiquement et techniquement de grosses limitations. Donc, aujourd'hui, on reste sur le principe que pour un patient, il faut un respirateur. Et le respirateur est un problème au niveau mondial parce qu'on a besoin tout d'un coup aigu d'un nombre de respirateurs qu'on n'a jamais eu, en fait, on va dire, on n'a vraiment jamais eu besoin d'autant de respirateurs d'un coup. Donc ça pose un problème d'acheminement de respirateurs dans le monde entier, sachant que c'est ce que vous lisez dans la presse, c'est le problème de respirateurs, mais d'autres problèmes sont liés à ça. C'est pas parce qu'on a le respirateur qu'on a le personnel pour les faire fonctionner. C'est pas parce qu'on a le respirateur qu'on a les médicaments pour s'occuper du patient. C'est pas parce qu'on a le respirateur qu'on a tout le matériel autour. Et je vous ai montré, le matériel autour du respirateur, c'est des tuyaux, c'est des filtres, c'est des consommables qu'il faut changer régulièrement. Et tout ce qu'il y a autour du patient est aussi extrêmement limitant. Donc, vous voyez toute la problématique actuelle. Et vous rentrez dans la problématique de tout ce qui est nécessité de personnel formé ou en tout cas prêt à se former. Et vraiment, c'est important que vous soyez là parce que en une période de crise comme ça, avoir des gens qui peuvent aider, même si vous n'avez pas une connaissance, même si vous n'êtes pas réanimateur, même si vous n'avez pas une connaissance précise de la réanimation, ça peut être extrêmement soulageant pour énormément de catégories de professionnels, l'infirmière, le médecin, de vous avoir pour vous apprendre des petites choses et participer à l'effort collectif. Et en réanimation, il y a énormément de petits gestes que vous pouvez apprendre très rapidement. Pour conclure, simplement, juste pour conclure, les messages à prendre à la maison, la ventilation mécanique, c'est une inversion du régime de pression intrathoracique qui crée beaucoup de conséquences chez le patient. Il y a beaucoup de modes ventilatoires différents qui sont adaptés selon l'évolution du patient et les habitudes du service. Globalement, des modes en pression, des modes en volume, et ceux-ci sont surveillés selon leur réglage en volume en pression. Il y a de nombreux effets de la ventilation mécanique avec une mortalité importante. Et là, le rôle infirmier est crucial et la surveillance rapprochée des patients est vraiment primordiale. Et ce qui n'est pas marqué partout, mais ce qui est en ce moment très complexe dans plein de pays, c'est la phase de sevrage où les patients sont guéris, mais ils sont quand même encore dépendants du respirateur, sont encore dépendants du respirateur suite aux conséquences de la ventilation. Et donc cette phase est extrêmement longue et complexe et elle n'est pas à négliger puisqu'elle allonge considérablement les temps de réanimation actuellement. Voilà, donc ça c'est les grandes notions de ventilation mécanique artificielle. Évidemment, après dans le détail c'est plus complexe. Si j'ai l'occasion de vous faire un cours la prochaine fois, j'ai trouvé là un simulateur, il existe des simulateurs de respirateurs de réanimation qui traînent sur Internet et qui sont assez amusants puisqu'ils permettent de régler tous les paramètres comme un vrai respirateur et d'avoir un patient
qui réagit en dessous, un patient simulé, mais un patient quand même. Et donc, à l'occasion, si on a l'occasion de mettre en place un deuxième cours, je vous montrerai un peu ça. Voilà, donc là, maintenant, je pense qu'on va passer aux questions. Je vais essayer de voir si je peux répondre à vos questions et essayer d'apporter des précisions sur les choses que vous avez à souligner. Ouais. Alors oui, la présentation, je la mettrai sur le site et je verrai avec professeur Massard pour que vous puissiez les avoir sans problème. Alors, sur l'équilibre acide-base, oui, ça va avoir un effet. C'est une bonne question, puisque en fait, la PCO2, c'est l'acide, c'est un acide dans le corps. Et donc, l'augmentation, la mauvais réglage de la ventilation ou de gros problèmes euh, au niveau de la barrière alvéolo-capillaire vont faire que la PaCO2 va augmenter. Et effectivement, le patient va avoir une acidose respiratoire due à une CO2, un PCO2 trop élevé. Donc, effectivement, ça va avoir un effet sur l'équilibre acide-base, qui, en général, on essaye de contrôler en modifiant les paramètres du respirateur, mais qui parfois, jusqu'à une certaine limite, sont tolérés, avec une acidose respiratoire tolérée, puisqu'on n'a pas le choix. Et on considère, par exemple, que dans le cadre des SDRA, on peut tolérer jusqu'à une CAPNI, une PCO2 à 50 et un pH à 7,30. Dans l'idéal, on évite de le faire, mais quand on n'a pas le choix, malheureusement, effectivement, il y a une acidose respiratoire qui se met en place. Alors, faut-il faire attention chez certains patients? Effectivement, j'ai envie de dire chez tous les patients diabétiques vont être à plus gros risque de complications infectieuses et les patients avec une insuffisance rénale vont avoir un plus gros risque de compliquer leur insuffisance rénale du fait d'une modification de pression intrathoracique et de la modification de la circulation du sang. Il peut être associé des insuffisances rénales qui se décompensent suite à la ventilation mécanique. Donc effectivement, chez les patients avec des antécédents, certaines pathologies peuvent décompenser ou en tout cas apporter des complications supplémentaires. Et les antécédents sont parfois un critère de limitation chez les patients. Quand il y a trop d'antécédents et un état clinique mauvais, ces patients ne sont pas pris en réanimation, ne sont pas intubés, puisqu'on sait que cette intubation va malheureusement précipiter leurs essais. Ouais. Alors, c'est une très bonne question sur le volume et la pression. Alors, oui, dans les SDRA, on verra en détail la prochaine fois, les résistances pulmonaires sont augmentées et du coup, les volumes délivrés sont très faibles. Donc on parlera en détail, mais normalement, quand on respire, on prend des volumes assez élevés. Quand un patient est atteint d'une infection à Covid qui amène à un état de syndrome de détresse respiratoire aiguë, les résistances pulmonaires sont très augmentées et du coup, il faut augmenter les pressions pour obtenir un volume fixé. Le problème, c'est que ces pressions, on ne peut pas les monter indéfiniment au-delà d'une limite qui est de 30 millibars, de 30 cm d'eau. Au-delà de cette limite, il y a des lésions qui apparaissent et qui se surajoutent. Donc effectivement, on se retrouve toujours à flirter avec la limite des pressions pour essayer d'atteindre un volume fixé le plus proche possible des volumes en objectif, sachant qu'on a des objectifs très bas de volume dans le cadre de ces patients, mais que malgré ça, on a du mal à délivrer. Et effectivement, les pressions, la variation des pressions dans pulmonaire, des résistances pulmonaires, la variation de ces pressions nous renseigne sur la résistance pulmonaire et permettent pas forcément de prédire, mais en tout cas, oui, on peut dire de prédire le fait que le patient va peut-être mal évoluer. Il y a dans la ventilation en volume contrôlé, l'étude des pressions délivrées permet d'avoir des critères pronostiques sur l'évaluation du patient, sur l'évolution du patient. Donc, effectivement, on peut se servir des pressions pour prédire une éventuelle aggravation, sachant que de toute façon, plus votre patient est difficile à ventiler, plus il faut mettre de pression pour faire rentrer un volume, ou plus, quand vous mettez un volume, la pression est élevée, plus on sait que c'est un patient qui va être grave et avec un pronostic défavorable. Oui, on choisit, donc
on a toute une déclinaison de mode et on choisit soit une ventilation en pression, soit une ventilation en volume, sachant que les modes, il y a plusieurs modes qui sont équivalents entre eux et que beaucoup de ces modes euh, sont en fait que l'habitude du prescripteur et des services. Donc oui, sur le respirateur, on choisit si on met un mode barométrique ou un mode volumétrique. On règle tout ce qu'on veut. Mais ensuite, le choix dépend des recommandations et des habitudes de chaque service. Alors, c'est une très bonne question. Dans les recommandations, il y a différents niveaux de recommandations vis-à-vis de la VNI. Les recommandations euh, internationales, les recommandations de la Société mondiale des anesthésistes, la recommandation de la Société française de réanimation et de la Société française d'anesthésie, les recommandations de plusieurs sociétés savantes dans le monde insistent sur le fait que la VNI est un risque vraiment important et que même en cas d'une protection appropriée, en fait, les critères pour faire la VNI sont très stricts, nécessitent une chambre à pression négative, un personnel très bien protégé, et tous les critères ne sont pas forcément retrouvés. Et donc, toutes ces associations, toutes ces sociétés savantes se sont mis d'accord sur le fait qu'il va mieux éviter d'utiliser la VNI et qu'aujourd'hui, beaucoup de services ne font pas de VNI à ces patients. Alors après, ça, c'est une recommandation. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un sentiment et une protection du personnel. Donc, il y a des services, notamment par exemple en Italie, où ils ont retenu le fait qu'on pouvait quand même essayer de faire de la VNI. Euh, Après, j'ai envie de dire, c'est le risque que vous êtes prêt à prendre devant une situation comme ça. Euh, la prudence, à mon avis, dicterait que connaissant le risque d'aérosolisation d'une VNI, connaissant les conditions normales pour éviter cette aérosolisation qui sont très strictes, la VNI aujourd'hui n'est plus utilisée chez ces patients. Une autre raison est aussi que la VNI n'est pas un bon traitement des SDRA, puisque mal réglée ou mal supportée, elle peut créer des lésions supplémentaires et aggraver les lésions initiales. Donc en général, on a un taux de réussite de la DNI qui est inférieur à 5%. Donc en fait, même si les conditions techniques de protection du personnel sont là, faire une VNI compte tenu du risque et compte tenu du peu de bénéfices que ça apporte aux patients, aujourd'hui ne paraît pas justifié. Voilà. Question suivante. Alors, lors de l'intubation, il y a plusieurs protocoles. Les traitements actuellement, j'ai envie de dire, varient selon ce qui est disponible. Ça associe toujours deux médicaments, pour être simple. Un médicament pour endormir le patient. Alors, il y a plusieurs molécules utilisées, l'étomidate, la kétamine, par exemple. Et un curare, qui est un traitement qui va relâcher les muscles du patient, qui permet en fait, de pouvoir introduire la sonde d'intubation. Et ce curare, il y a plusieurs curares utilisés, notamment l'esméron. Euh, c'est ces deux traitements-là qui sont utilisés pour la séquence d'induction. Et ensuite, le relais est pris par un traitement, toujours par au moins deux traitements, une sédation en continu. En général, ce sont des benzodiazépines. La plus utilisée, c'est l'hypnovel et un morphinique très puissant. Et en général, celui utilisé en réanimation, c'est le sufentanil. Question suivante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si c'est tout. Je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça a l'air d'être tout. Plus de questions? Ah ben c'est parfait. Ben voilà, je pense que du coup, s'il n'y a pas Ah, d'autres Je questions. pense il y en qu'il y a a encore une. Quoi plus fasse. Problème.
Alors, à un moment, on fera plus face par rapport au matériel, je pense que c'est ça. On va arriver à un moment où on fera plus face par rapport aux besoins matériels. J'imagine que c'est ça la question. C'est un problème dans plusieurs pays actuellement. Ici, ça n'est pas pour l'instant. Il y a du matériel. On a eu la chance d'avoir des gens qui étaient, comment dire, qui sont très orientés médecine de catastrophe et qui ont prévu ce qui allait se passer et qui ont pu faire des stocks. Pour l'instant, on n'est pas trop inquiet, mais ça peut arriver à n'importe quel moment parce que malheureusement, le matériel est très vite consommé. Donc oui, on a toujours peur d'arriver à ce moment-là. Et ça, personne ne peut dire si on arrivera à un moment où on n'a plus de matériel ou pas. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors ça, c'est une question très difficile. On arrête la ventilation mécanique selon des critères en fait cliniques et biologiques sur l'amélioration de la gazométrie du patient. Donc, on a des critères radiologiques et des critères biologiques pour définir l'état du patient. Et selon l'évolution en fait de l'oxygénation du sang, et que c'est simplement en répétant des gaz artériels, en remarquant qu'une augmentation de la pression artérielle en oxygène avec des diminutions de l'apport en oxygène chez le patient, on se rend compte que du coup, le patient va être de plus en plus capable en tout cas, faire le transfert d'oxygène dans son poumon sans le respirateur. Et du coup, ça nous donne des critères pour passer en phase de sevrage. Et ensuite, pour arrêter complètement la ventilation, il y a toute une phase de sevrage où on fait différents tests pour vérifier que le patient est capable de respirer sans le respirateur. Donc, c'est des tests qui permettent d'avoir une idée, on va dire, si le patient est capable d'être débranché. Et si ces tests sont positifs, ben on exclut le patient et on arrête la ventilation mécanique. Sachant que ces tests ne sont jamais fiables à 100% et qu'il y a toujours des patients qui sont malheureusement avec une très bonne réussite à ces tests, et qui sont réintubés derrière, notamment dans le cadre du Covid, où ça semble être un problème. J'ai discuté avec plusieurs collègues qui disaient qu'effectivement, les patients semblaient aller bien, avaient des critères d'arrêt de la ventilation mécanique, et donc il était extubé, on leur retirait le tuyau et devait être intubé dans les quelques heures devant une deuxième dégradation. Donc on a des critères prédictifs, mais on n'a jamais de certitude. Alors ça, c'est très débattu, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des protocoles d'antibioprophylaxie Il y a théoriquement, l'infection est purement virale, mais c'est toujours possible d'avoir une co-infection. Donc, selon les pays et selon les sociétés savantes, il y a des protocoles d'antibioprophylaxie qui sont mis en place. Et ça, j'ai envie de dire, il y en a des différents dans chaque pays. Il y en a presque des différents dans chaque hôpital, de ce que j'ai pu voir. Globalement, donc c'est difficile de répondre précisément, mais oui, il y a des protocoles qui existent, sachant qu'aucun aujourd'hui n'a démontré une efficacité de la situation actuelle. Et donc on fait un peu ça, j'ai envie de dire, au sens clinique des gens, parce qu'on n'a pas de preuve de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des protocoles ici au Grand-Duché particuliers. Je n'ai pas vu de protocole particulier. Je pense que ceux qui sont utilisés sont un peu ceux qui sont utilisés un peu partout, avec des protocoles des fois associant de l'azithromycine ou de la clarithromycine. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, autre chose. Pour une diapositive à vue. Alors, oui, on essaye de ne pas faire de pré-oxygénation au bas vue. Effectivement, la séquence d'intubation est très particulière. Si vous voulez la voir, enfin, il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent effectivement la situation. Il y a sur le site de la Société de réanimation de langue française une vidéo de 10 minutes qui explique la séquence. Et effectivement, on fait tout ce qu'on peut pour éviter la pré-oxygénation au bas vue et réduire l'électrolytisation. Donc, c'est des intubations du coup très, on va dire, difficiles puisque le patient désature immédiatement, puisqu'on a beau le saturer en oxygène, si on ne peut pas le pré-oxygéner au bas vue, en tout cas le ballonner avec le bas vue, on est tout de suite dans une situation catastrophique. Donc, c'est une intubation difficile, mais c'est effectivement les protocoles actuellement
éviter la co-oxygénation de l'œuf. Il y a plusieurs tests en cours, oui. Oui, il y a le Grand-Duché est inscrit dans plusieurs essais internationaux. Je crois qu'il y aura des premiers résultats dans quelques semaines. Mais effectivement, le Grand-Duché a voulu s'inscrire dans plusieurs protocoles parce que c'est important de participer à la recherche. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Puis si vous avez des questions, on peut toujours me les adresser après, enfin me les réadresser. Je pourrais toujours répondre s'il y a des questions en particulier.